13 mécaniciens et même des ingénieurs étrangers se sont penchés sur cette machine à plusieurs millions d'euros pendant 7 ans et ont échoué. Lorsqu'une femme modeste est entrée dans l'entrepôt, le directeur lui a ri au nez et lui a dit « Ce n'est pas un travail pour vous ici ». Entourée d'hommes moqueurs, elle a entendu un pari humiliant qui pouvait détruire sa dignité ou tout changer. Ce qu'elle a fait ensuite a plongé toute la sucrerie dans le silence. Vous savez ces moments de la vie où tout change en quelques secondes. Camille Fournier a connu l'un de ces moments il y a exactement 6 mois, lorsqu'elle a reçu l'appel qui a brisé son monde en deux. De l'autre côté de la ligne, la voix tremblante de sa mère, Martine, tentait d'expliquer l'inexplicable. Louis, son jeune frère de seulement 21 ans, avait eu un accident de moto. Les mots qui ont suivi ont résonné comme une sentence. « Ma fille, les médecins ont dit qu'il ne marchera plus ». Camille était à Lyon ce jour-là, vêtue de l'uniforme vert olive, qu'elle portait avec tant de fierté depuis 8 ans. Sergent spécialiste en maintenance de véhicules blindés de l'armée française, elle était connue dans son unité comme l'une des meilleures instructrices techniques. Ses collègues plaisantaient en disant qu'elle parvenait à diagnostiquer des problèmes sur des véhicules blindés de combat rien qu'en écoutant le ronronnement irrégulier du moteur. Elle aimait ce travail. Elle aimait la précision technique, la discipline, le respect conquis dans un environnement majoritairement masculin, où sa compétence parlait plus fort que tout préjugé. Mais l'amour d'un frère parle encore plus fort. Louis était sa responsabilité depuis l'enfance, quand elle, 7 ans son aînée, lui apprenait à faire du vélo dans la cour de leur petite maison à Bordeaux. Les parents, Olivier et Martine, propriétaires d'un petit commerce de quartier, avaient toujours travaillé d'arrache-pied pour subvenir dignement aux besoins de leurs enfants. Il n'y avait jamais eu de surplus de ressources, mais jamais un manque d'amour. Et maintenant, avec Louis paraplégique, les coûts de traitement, de physiothérapie spécialisée et les adaptations de la maison étaient impossibles à supporter pour des commerçants modestes qui parvenaient à peine à maintenir leur affaire à flot. Camille n'a pas hésité un instant. Elle a demandé sa démobilisation de l'armée, a vendu l'appartement qu'elle avait tant peiné à acheter à Lyon et est retournée en province. Avec l'argent de la vente, elle a financé les premières opérations de Louis, a rénové la maison de ses parents en installant des rampes et des barres d'appui, a acheté un fauteuil roulant motorisé de qualité, mais les économies ont une date de péremption face à des traitements médicaux continus. 6 mois plus tard, l'argent s'épuisait et la réalité frappait à la porte comme un créancier impatient. Elle avait besoin d'un emploi d'urgence. Le problème est que Bordeaux et sa région, bien que prospères grâce à l'agro-industrie, regardaient encore avec méfiance les femmes dans les domaines techniques. Camille avait un CV enviable, cours complet de mécanique automobile au Centre de formation professionnelle industrielle, CFPI, à 19 ans. Spécialisation militaire en système hydraulique et électrique de véhicules lourds. 8 ans d'expérience pratique en maintenance de véhicules blindés de combat. Mais dans les 3 ateliers mécaniques où elle avait postulé, la réponse avait été la même. Nous n'avons pas de poste pour ce profil. Ce qui signifiait en réalité, nous n'embauchons pas de femmes pour les travaux lourds. C'est un matin d'août, alors qu'elle prenait son café noir dans la cuisine de ses parents et révisait sans espoir des annonces d'emploi, qu'elle a entendu 2 hommes converser à la boulangerie voisine. Ils parlaient de la sucrerie Sainte-Rita, à Agen, un géant du secteur sucrier qui fonctionnait bien en dessous de sa capacité depuis des années. On dit que Romain Dubois, le directeur des opérations, est une tête de mule qui n'accepte les conseils de personne, commentait l'un d'eux. La sucrerie pourrait rapporter des millions, mais elle est en train de mourir à cause de son entêtement et d'une mauvaise gestion de la maintenance. Camille a noté le nom, Sucrerie Sainte-Rita, Romain Dubois. Le lendemain, avant que le soleil ne darde ses premiers rayons sur la campagne, elle conduisait son pick-up Dacia Logan de 2015, la seule chose qui lui restait de sa vie militaire sur les 40 kilomètres de route entre Bordeaux et Agen. Elle a traversé des champs de betteraves sucrières infinis, le vert gris des feuilles ondulant dans le vent chaud du matin.
La sucrerie est apparue à l'horizon comme une petite ville industrielle. Cheminée, immense hangar, l'odeur lourde de betteraves broyées mêlée à de la mélasse. Au bureau administratif, une réceptionniste d'environ 35 ans l'a examiné de la tête aux pieds, avec un dédain déguisé. Camille portait un jean, des bottes en cuir et une chemise de travail grise, une tenue pratique et professionnelle. Mais la femme a ri dès qu'elle a mentionné son intérêt pour les postes de maintenance. « Mademoiselle, ici, c'est une sucrerie, pas un salon de beauté. C'est du travail lourd, vous comprenez ? Des machines de plusieurs tonnes, de la graisse jusqu'au coude, le soleil qui tape sur la tête. Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?» Camille a gardé la voix ferme. « J'ai passé 8 ans à entretenir des véhicules blindés de 15 tonnes dans l'armée française. Le poids n'est pas un problème. Puis-je parler au responsable de la maintenance ?» La réceptionniste a cligné des yeux de surprise, mais restait sceptique. Elle a passé un appel interne, a parlé à voix basse, puis a raccroché. « Monsieur Dubois va vous recevoir, mais je pense que vous perdez votre temps et le sien. » Elle a désigné un couloir. Dernière porte à gauche. Camille a frappé 2 fois. Une voix grave a répondu « Entrez !» Romain Dubois était assis derrière une énorme table en bois sombre, feuilletant des rapports. Un homme de 48 ans, le visage buriné par le soleil, de grandes mains calleuses, un ventre prononcé sous une chemise froissée. Lorsqu'il a levé les yeux et a vu Camille debout à la porte, 1,75 m, mince, les cheveux attachés en queue de cheval, l'expression sérieuse. Il n'a pas pu cacher le mépris qui a traversé son visage comme une ombre. « Nous avons déjà eu une femme au nettoyage, plus mécanique, a-t-il dit lentement, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Vous savez combien pèse une clé à roue de moissonneuse? Vous avez déjà vu la taille d'un piston de moteur diesel de 500 chevaux? J'ai passé 8 ans à entretenir des véhicules blindés de 15 tonnes, a répété Camille avec patience. J'ai travaillé avec des systèmes hydrauliques à pression extrême, des transmissions PowerShift, des moteurs turbo-diesel en conditions de combat. Le poids et la complexité technique ne sont pas des problèmes. Romain s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un rire court et sec. Blindé, vous croyez qu'un petit camion de l'armée, c'est comme une machine agricole? Ici, nous traitons de vrais équipements, pas des jouets militaires. Il s'est levé, s'est approché d'elle, à pas lourd. Vous savez ce que j'ai là, dans le hall principal? Une moissonneuse Case IH A1800. Vous savez combien ça coûte? 3,8 millions d'euros. Le top absolu. Un gros moteur Cursor 13 de FPT, PowerShift à 16 vitesses, système de coupe de dernière génération. Et vous savez depuis combien de temps elle est à l'arrêt? 7 ans. 7. Il a croisé les bras, le mépris maintenant mêlé à une sorte de défi cruel. 13 mécaniciens spécialisés se sont penchés sur cette machine, des gens de Case IH, des techniciens venus de Paris, même 2 ingénieurs des États-Unis. 13, et aucun n'a réussi à la faire fonctionner. Maintenant, dites-moi, vous qui répariez des petits chars de l'armée, pensez-vous faire mieux qu'eux? Camille a soutenu son regard sans ciller. Puis-je voir la machine? Romain a cligné des yeux, surpris par la réponse directe. Alors, un sourire lent et malveillant s'est dessiné sur son visage. Oui, et mieux encore, je vais transformer cela en quelque chose d'éducatif. Il a décroché le téléphone interne et a passé une série d'appels rapides. Personnel de maintenance, hall principal dans 10 minutes, opération aussi. Je veux tout le monde là-bas, c'est un ordre. Pendant qu'ils attendaient, Romain a étudié Camille, les yeux mi-clos. D'où venez-vous déjà? Bordeaux, ma famille est là-bas. Elle a confirmé d'un hochement de tête. Vos parents doivent être fiers, ma fille, quittant l'armée pour chercher un emploi dans une sucrerie, a-t-il dit avec un sarcasme venimeux. C'est sûrement ce dont il rêvait pour vous. Camille n'a pas mordu à l'hameçon. Mon frère a eu un accident. Il a besoin de traitements coûteux. J'ai besoin d'un emploi. C'est aussi simple que ça. Ah, alors c'est du désespoir. Romain a hoché la tête comme si tout prenait sens maintenant. Bien, allons voir si votre désespoir est plus grand que votre incompétence. Le hall principal de la sucrerie Sainte-Rita
était de la taille d'un terrain de football. Un plafond très haut soutenu par des poutres métalliques, un sol en béton taché par des années d'huile et de graisse, l'odeur pénétrante du diesel mêlée à l'arôme sucré de la betterave qui imprégnait chaque recoin de cet endroit. Et là, au centre absolu de l'espace, comme une cathédrale mécanique abandonnée, se tenait-elle, la moissonneuse case IH A1800. Mes amis, il était impossible de ne pas ressentir le poids de cette vision. La machine était gigantesque, rouge et grise, avec sa cabine élevée à plus de 3 mètres du sol, d'énormes chenilles qui semblaient appartenir à un char de guerre, et le système de coupe frontale avec ses lames aiguisées, éternellement immobile. 7 ans de poussière accumulée, des taches de rouille commençant à apparaître dans les coins, des pneus dégonflés. Une pièce de musée de l'échec. Quand Camille est entrée dans le hall, en suivant Romain, il y avait déjà au moins 50 hommes réunis. Certains portaient encore des combinaisons de travail sales d'huile. D'autres avaient retiré leurs casques de protection et les tenaient à la main. Tous regardaient avec une intense curiosité cette femme mince en jean et bottes en cuir, qui marchait avec une posture militaire aux côtés du chef. « Attention, tout le monde !» Romain a élevé la voix et le brouhaha a cessé immédiatement. 60 paires d'yeux se sont tournés vers lui. « Je voudrais vous présenter Mademoiselle Camille, ici présente. Elle était petite soldat dans l'armée et elle pense en savoir plus que les ingénieurs de Case IH. » Des rires ont éclaté dans le hall, certains nerveux, d'autres franchement moqueurs. Un homme grand, d'environ 45 ans, avec une grosse moustache, a crié du fond « Elle est venue réparer ou faire le ménage ?» Plus de rire. Romain a souri largement, se nourrissant de cette énergie. La demoiselle dit qu'elle réparait des petits chars de guerre, et maintenant elle veut réparer notre AI 800, celle-là. Il a pointé du doigt la moissonneuse immobile de manière dramatique. 7 ans à l'arrêt. 13 mécaniciens spécialisés ont essayé et ont échoué, mais elle pense qu'elle peut le faire. Camille a senti la chaleur monter dans son cou, ses joues rougir. Non pas de honte, elle avait affronté des situations pires dans l'armée, quand elle était la seule femme dans des classes de 40 hommes, mais de colère contenue, colère contre cet homme, qui transformait son besoin désespéré d'emploi en cirque pour le divertissement des autres. Mais elle avait besoin de cet argent. Louis en avait besoin. Alors elle a ravalé sa colère et a gardé un visage neutre. « Vous savez ce que je vais faire ?» Romain a continué à tourner autour de Camille comme un prédateur étudiant sa proie. « Je vais donner une opportunité à notre ami ici de prouver sa valeur. Un pari juste, disons. » Il s'est arrêté devant elle, les yeux brillants de malice. « Si vous parvenez à faire fonctionner cette machine en 8 heures, vous avez compris? Je vous embauche comme coordinatrice de maintenance. Salaire de 15 000 € par mois. Imaginez, une fortune pour quelqu'un au chômage, n'est-ce pas? » Des murmures ont parcouru le groupe d'employés. 15 000 €, c'était plus que ce que la plupart d'entre eux gagnaient. C'était 3 fois le salaire d'un mécanicien expérimenté de la sucrerie. Mais Romain a levé l'index. Si vous échouez, et vous échouerez, c'est certain, vous devrez admettre publiquement, ici même, devant tout le monde, que les femmes n'ont pas leur place dans un travail d'homme. Et de plus, vous enregistrerez une vidéo pour vous excuser d'avoir fait perdre leur temps à nous tous. Une très belle vidéo que nous pourrons montrer à toute autre jeune femme qui se présentera ici avec des idées fausses en tête. Plusieurs hommes avaient déjà sorti leur téléphone portable. Camille a vu les objectifs pointés sur elle. Certains enregistrant déjà, attendant le moment viral où elle refuserait, ou mieux encore, accepterait et échouerait spectaculairement. « Alors, mademoiselle, » Romain a croisé les bras, « vous acceptez ou vous partez la queue entre les jambes ?» Le silence qui s'est installé dans le hall était lourd comme du plomb. Camille pouvait entendre son propre cœur battre. Elle pouvait sentir des dizaines de regards fixés sur elle, attendant, jugeant, pariant sur son échec. Et puis elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de Louis à l'hôpital, le visage pâle quand les médecins avaient expliqué qu'il ne sentirait plus jamais ses jambes.
Elle s'est souvenue de sa mère, pleurant doucement dans la cuisine, quand elle pensait que personne ne la voyait, comptant des pièces pour acheter les médicaments les moins chers. Elle s'est souvenue de son père Olivier, un homme de 61 ans, qui travaillait 12 heures par jour dans le commerce et ne se plaignait jamais, jamais de rien. Elle n'était pas là par égo, elle était là par amour. « J'accepte », a dit Camille, la voix coupant le silence, « mais pas pour le pari. J'accepte parce que j'ai besoin de ce poste, parce que j'ai la compétence nécessaire et parce que cette machine ne mérite pas de pourrir ici quand elle peut travailler. » Romain a cligné des yeux, surpris par la réponse. Il s'attendait à de la soumission ou du désespoir, mais il y avait de la dignité dans ces mots. Cela l'a encore plus irrité. « Voyons, » a-t-il dit avec sarcasme. « Bien, alors commençons. 8 heures. Le chronomètre tourne maintenant. » Il a ostensiblement regardé sa montre coûteuse. Il est exactement 10h47 du matin. À 18h47, nous reviendrons ici pour voir le résultat, ou plutôt pour vous voir admettre que vous avez échoué. Les employés ont commencé à se disperser, mais au moins 20 sont restés à proximité, curieux, voulant voir ce qu'elle ferait. Certains tenaient encore leur téléphone portable en train d'enregistrer. Camille a ignoré tout le monde et s'est dirigée vers la moissonneuse. De près, la machine était encore plus impressionnante. Elle a lentement fait le tour de l'équipement, observant chaque détail, les chenilles à maillons en acier renforcé, le système de coupe avec des lames disposées à un angle précis, la cabine avec des commandes électroniques visibles à travers le verre poussiéreux, le capot arrière qui cachait le moteur Cursor 13. « Tu cherches quoi, la poupée ? Le bouton marche, arrêt ?» L'un des mécaniciens restés à proximité s'est moqué. D'autres ont ri. Camille s'est tournée vers Romain, qui s'était appuyé sur un établi d'outils, les bras croisés, observant avec l'expression de quelqu'un qui attend un spectacle. « J'ai besoin de tous les rapports, des 13 mécaniciens qui ont travaillé sur cette machine. Rapports techniques, diagnostics, pièces remplacées, tout. » Romain a haussé les sourcils, sincèrement surpris. « Vous voulez les rapports ? » ?»« Oui, tous. Maintenant, si possible. » Il a hésité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse une telle demande. C'était le genre de choses qu'un mécanicien expérimenté demandait. Quelqu'un qui comprend qu'un diagnostic commence par un historique. « D'accord, » a-t-il grommelé, mal à l'aise d'avoir été pris de court. « Marc, va aux archives et apporte tous les rapports de la 800. Dossier rouge dans l'armoire 3. » Un homme grand d'environ 50 ans est parti en courant. Il est revenu 10 minutes plus tard, portant un dossier volumineux rempli de papier. Romain l'a remis à Camille avec un sourire ironique. « Voici votre lecture. Bonne chance pour comprendre le rapport technique en anglais. » Camille a pris le dossier, a trouvé un tabouret près de la machine, s'est assise et a commencé à lire. Et a lu et a lu. Premier rapport, case IH, technicien Robert Lefebvre, mai 2018. Moteur Cursor 13 présente une panne d'allumage intermittente. Remplacé. Pompe d'injection, bougie de préchauffage, capteur MAF. Résultat négatif. Deuxième rapport, case IH, ingénieur Jacques Moreau, août 2018. Système électrique entièrement vérifié. Faisceau de câbles remplacé. Centrale électronique reprogrammée. Nouvelle batterie installée. Résultat, la machine démarre, mais ne transmet pas de puissance. Troisième rapport, mécanique diesel, technicien Paul Martin, novembre 2018, soupçon de problème au volant moteur, volant retiré et inspecté, embrayage changé. Résultat, le problème persiste. Camille lisait avec une attention chirurgicale, prenant des notes dans un carnet qu'elle avait sorti de sa poche. Elle griffonnait des chiffres, dessinait des diagrammes simples, encerclait des informations spécifiques. 1 heure s'est écoulée. Romain, qui était parti s'occuper d'autre chose, est revenu dans le hall et a été visiblement irrité de voir Camille toujours assise à lire. 2 heures sont passées et vous n'avez même pas mis la main sur la machine. Vous traînez, pensant que si vous faites semblant de travailler, nous aurons pitié. Camille a levé les yeux de ses papiers pour la première fois en 2 heures. Son regard était froid, concentré.
Tous ces 13 mécaniciens ont commis la même erreur fondamentale que nous apprenons à ne pas commettre dans l'armée, diagnostiquer dans la précipitation. Ils sont arrivés ici avec des idées préconçues sur l'origine du problème et ont attaqué directement sans étudier l'historique complet. J'étudie leurs erreurs pour ne pas les répéter. La réponse était si technique, si sûre, que Romain est resté sans voix pendant quelques secondes. Il a masqué son malaise par plus d'agressivité. Ça reste du blabla. Je veux voir du concret. Vous verrez, a répondu Camille, et elle est retournée au rapport. Encore une demi-heure. Elle a fini de lire les 13 documents, comparant les symptômes, les pièces échangées, les résultats. Puis, elle a refermé le dossier, s'est levée et s'est dirigée vers Romain. J'ai besoin du manuel technique complet, de la transmission PowerShift de cette machine et du schéma hydraulique du système. Romain a soufflé. Vous demandez de la documentation en anglais technique. Êtes-vous sûr de comprendre? Oui. J'ai passé 8 ans à lire des manuels techniques d'équipements militaires importés. L'anglais technique est l'anglais technique, peu importe que ce soit un char ou une moissonneuse. Romain est parti en soufflant et est revenu 15 minutes plus tard avec 2 épais manuels à couverture rigide en anglais. Il les a jetés sur l'établi près d'elle. Amusez-vous bien. Camille a pris les manuels, a trouvé la section de la transmission PowerShift, un système complexe à 16 vitesses avec contrôle hydraulique et électronique, et s'est plongé dans la lecture technique, diagramme de flux d'huile, spécification de pression, séquence d'engagement des embrayages, tableau des solénoïdes, valeur de résistance électrique. 3h30 depuis le début. Les employés qui étaient restés à proximité commençaient à se disperser, ennuyés. Après tout, voir quelqu'un lire n'était pas vraiment excitant. Romain allait et venait toutes les 20 minutes, de plus en plus impatient. Puis, à la marque exacte de 4 heures, Camille a refermé le manuel, avec un claquement sec qui a résonné dans le hall. Elle s'est levée, a marché jusqu'à Romain qui conversait avec 2 contremaîtres et l'a interrompu sans cérémonie. Le problème n'est pas dans le moteur, il n'a jamais été là. Romain s'est retourné brusquement. Quoi? Tous les 13 mécaniciens se sont concentrés sur le moteur Cursor 13, a poursuivi Camille d'une voix ferme. Ils ont supposé que le problème venait de là parce que la machine ne développait pas de force. Mais d'après les symptômes décrits dans les rapports, le moteur démarre normalement, le régime monte, mais il n'y a pas de transmission de puissance aux chenilles. Sans bruits anormaux de composants mécaniques, le moteur est parfait. Le problème est dans la transmission PowerShift. Romain a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Pouvez-vous imaginer sa confusion mentale à ce moment-là? Pendant 7 ans, 13 professionnels hautement qualifiés avaient dit que le problème était dans le moteur, dans l'électronique, dans le système électrique. Et maintenant, une femme qu'il avait tenté d'humilier publiquement disait que tout le monde avait manqué la cible. « Comment pouvez-vous en être si sûr ?» a-t-il demandé. Et pour la première fois, il y avait autre chose que du mépris dans sa voix. Il y avait une curiosité sincère, mêlée à la peur d'avoir tort. C'est parce que dans l'armée, quand un blindé présente une perte de puissance intermittente, le moteur fonctionne, mais le véhicule ne bouge pas ou bouge sans force, nous apprenons que 70% du temps, le problème n'est pas là où il semble être, il est dans le système de transmission de force. Et les symptômes décrits dans les rapports sont identiques à ceux que je voyais sur des blindés avec des valves régulatrices bloquées par la contamination d'huile dégradée. Elle a consulté ses notes. De plus, le rapport de l'ingénieur américain Jacques Moreau mentionne que lorsqu'il a activé la transmission lors du test, il a entendu un léger sifflement d'air s'échapper. Il a pensé que c'était normal, mais ce ne l'est pas. C'est une fuite de pression hydraulique causée par un joint compromis dans la ligne de la valve PRV3. Et le rapport de Paul Martin de novembre 2018 indique qu'il a mesuré la pression du système et a trouvé 23 bars alors qu'elle devrait être de 32 bars. Il a attribué cela à une pompe hydraulique faible et a changé la pompe,
Mais la nouvelle pompe n'a pas résolu le problème, car ce n'était pas la pompe qui générait une faible pression, c'était la valve qui ne maintenait pas la pression générée. Le silence qui est tombé sur le hall était absolu. Les employés qui étaient encore à proximité se sont rapprochés, formant un demi-cercle autour de Camille et Romain. Certains chuchotaient entre eux, d'autres écoutaient simplement, bouche bée. « Vous pariez votre réputation là-dessus » a demandé Romain. Et maintenant, il y avait une tension réelle dans sa voix. « Je ne parie rien » a corrigé Camille. « Je dis un fait technique. La valve PRV3 est bloquée. Je vais le prouver. » Elle a regardé sa montre. 4h15 depuis le début. Il restait 3h45. J'aurais besoin d'outils. Jeu de clés. Allen millimétrique. Clés dynamométriques calibrées jusqu'à 200 Nm. Clés à molette de 19 à 36. Douilles à 6 pans. Levier de démontage. Récipient pour vidanger l'huile. Chiffon propre. Solvant pour nettoyage de composants hydrauliques et l'ordinateur portable de diagnostic de la sucrerie avec le logiciel de Case IH installé. Romain a hésité une seule seconde avant de faire un geste à Marc le mécanicien. « Vous avez entendu la demoiselle ? Préparez tout ça vite. » Pendant que Marc courait chercher les outils, Camille a retiré la chemise à manches longues qu'elle portait par-dessus son débardeur, l'a soigneusement pliée et l'a posée sur l'établi. Elle a noué un chiffon propre dans ses cheveux attachés, a enfilé les gants en caoutchouc nitrile qu'elle portait toujours dans son sac à dos. Une habitude de l'armée. Quand Marc est revenu avec la caisse à outils et le chariot d'équipement, elle était déjà à côté de la moissonneuse, étudiant le capot d'accès à la transmission. « Vous avez un cric hydraulique de 20 tonnes » a-t-elle demandé. « Oui » a répondu Marc. « Pourquoi ? Je devrais lever partiellement la machine pour accéder à l'ensemble intermédiaire de la transmission par le bas. » Marc a apporté le cric. Camille l'a positionné sous le châssis renforcé. Elle a actionné le levier avec des mouvements précis jusqu'à ce que la machine monte d'environ 40 cm, suffisamment pour qu'elle puisse s'allonger sur le dos sur le sol et glisser en dessous. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Mes amis, vous devez comprendre une chose. Le vrai travail mécanique n'est pas glamour. C'est se salir les mains avec de la vieille graisse malodorante. C'est rester dans une position inconfortable pendant des heures. C'est sentir l'odeur âcre d'huile brûlée. C'est avoir des boulons grippés qui mettent à l'épreuve la patience et la force. Et Camille s'est plongée là-dedans sans hésiter. Allongée sur le dos sur le sol froid en béton, avec seulement une lampe d'inspection LED éclairant le labyrinthe mécanique au-dessus d'elle, elle a commencé à travailler. D'abord, elle a retiré le carter de protection de la transmission, 24 boulons à 6 pans de 13 mm qu'elle a retirés méthodiquement, en plaçant chacun dans un plateau magnétique pour n'en perdre aucun. « Combien de temps reste-t-il » a demandé quelqu'un d'en haut. « 5 heures » a répondu Romain d'une voix tendue. Il était accroupi près de la machine, essayant de voir ce que faisait Camille, mais tout ce qu'il pouvait voir était l'éclat de la lampe et des ombres de mouvement. Une fois le carter retiré, Camille avait un accès visuel au complexe système de transmission PowerShift. C'était une œuvre d'ingénierie de précision. Cylindres hydrauliques chromés, tuyauterie en acier inoxydable, embrayages multiples empilés, solénoïdes électriques. Et là, sur le côté gauche de l'ensemble, la valve régulatrice PRV3, un composant cylindrique de la taille d'une canette de boisson gazeuse connectée à la ligne principale de haute pression. « Je t'ai trouvé » a murmuré Camille pour elle-même. Pour retirer la valve, elle a dû d'abord vidanger 15 litres d'huile hydraulique du système. Elle a ouvert le bouchon de vidange avec une clé de 24 mm et l'huile a commencé à s'écouler, épaisse et sombre, dans le récipient qu'elle avait positionné. L'odeur était intense, une vieille huile, dégradée par des années de chaleur et de pression. Pendant la vidange, elle en a profité pour mesurer la résistance électrique des solénoïdes de commande à l'aide du multimètre. 3 d'entre eux étaient hors spécification. Ils devraient être de 12 ohms chacun. Mais le S4 marquait 18 ohms, le S7 marquait 9 ohms et le S11 était complètement ouvert, sans continuité.
J'aurais besoin de 3 solénoïdes de remplacement, a-t-elle crié de sous la machine. S4, S7 et S11. Vous en avez en stock? Silence, embarrassé d'en haut. Non, a admis Romain. Ces pièces coûtent 800 € chacune, et nous n'avons jamais pensé que le problème était là. Camille a glissé hors de sous la machine, le visage taché de graisse, mais les yeux brillants de détermination. Vous n'avez pas une autre moissonneuse ici, même si elle est mise au rebut? Marc a hoché la tête lentement. Nous avons une A7700, une vieille machine dans la cour arrière. Elle est hors d'usage, mais il y a encore des pièces utilisables. Les solénoïdes sont compatibles, même famille de transmission. Allez les chercher. 2 hommes sont partis en courant, sont revenus 20 minutes plus tard avec 3 solénoïdes sales, mais fonctionnels. Camille a testé chacun avec le multimètre. Tous marquaient 12 ohms, parfait. Ceux-ci feront l'affaire. Elle est retournée sous la machine. 6 heures depuis le début. Il restait 2 heures. L'huile complètement vidangée, elle a commencé à déconnecter les tuyauteries qui alimentaient la valve PRV3. C'étaient des connexions à haute pression avec des joints spéciaux. Elle a travaillé avec un soin extrême pour ne pas endommager les filetages ou perdre les joints. 15 minutes plus tard, la valve était libre. Lorsque Camille a glissé pour sortir, tenant le composant, les hommes autour se sont approchés pour voir. La valve était lourde, environ 3 kilos d'acier et de bronze. Elle l'a posée sur l'établi, sous la lumière forte, et a commencé à la démonter. 6 vis de sécurité, corps externes retirés. Et là, à l'intérieur, vous n'allez pas le croire, le tiroir régulateur, qui devrait glisser librement pour contrôler le flux d'huile, était complètement bloqué par une croûte épaisse de résidus carbonisés. « Mon Dieu !» a murmuré Marc. 7 ans à chercher, et c'était là tout le temps. Camille a pris une brosse à poils métallique et a commencé à nettoyer méticuleusement chaque composant de la valve. Ensuite, elle a utilisé le solvant spécifique pour enlever les derniers résidus. Elle a testé le tiroir manuellement. Il glissait maintenant aussi doucement que de la soie. Elle a remonté la valve avec un soin chirurgical, appliquant un couple exact de 45 néprames sur les vis de sécurité. 7h10. Il restait 50 minutes. Elle est retournée sous la machine, a réinstallé la valve PRV3, a reconnecté toutes les tuyauteries, a remplacé les 3 solénoïdes défectueux par ceux récupérés de la moissonneuse mise au rebut. Puis elle a refermé le carter avec les 24 boulons, en appliquant un couple de 28 nœuds sur chacun, conformément à la spécification du manuel. Elle a glissé pour sortir. Les pieds d'abord, couvertes de saleté et d'huile. Quelqu'un peut m'aider à abaisser la machine? Marc a actionné le cric hydraulique, abaissant la moissonneuse en douceur jusqu'à ce qu'elle se pose sur le sol. Camille est montée sur la machine en utilisant les marchepieds latéraux, a ouvert le compartiment moteur et a commencé à réapprovisionner le système hydraulique avec de l'huile neuve. 15 litres d'Ambra HVI 68, viscosité exacte spécifiée par Case IH. Elle a refermé le réservoir. 7h40. Il restait 20 minutes. Maintenant, je dois recalibrer le système électroniquement, a-t-elle dit. Elle a pris l'ordinateur portable de diagnostic, l'a connecté au port OBD de la machine et a lancé le logiciel. L'écran a affiché des codes d'erreur accumulés sur 7 ans. E047, E12, E203. Elle les a effacés un par un, puis a accédé au menu de calibration hydraulique. Pression du système, ajustée à exactement 32 bars. Synchronisation des embrayages. Elle a recalibré la séquence d'engagement. Réponse des solénoïdes, elle a programmé les temps d'ouverture et de fermeture. 10 minutes de programmation concentrée, les doigts volant sur le clavier. 8h05. Camille a sauvegardé les configurations, a déconnecté l'ordinateur portable et s'est assise sur le siège de l'opérateur. La cabine sentait le moisi et la poussière. Elle a inséré la clé dans le contact, a regardé par la fenêtre. Romain était juste en dessous, le visage pâle, les mains tremblant visiblement. Autour de lui, au moins 40 employés s'étaient rassemblés. Certains tenaient des téléphones portables.
D'autres observaient simplement avec l'expression de quelqu'un qui est témoin de quelque chose d'impossible. Camille a tourné la clé. Le moteur Cursor 13 a toussé une fois, deux fois, et à la troisième, il a rugi à la vie avec le son profond et puissant de 517 chevaux diesel, se réveillant d'un sommeil de 7 ans. Le hall entier a tremblé sous le rugissement. Certains hommes ont reculé d'un pas, effrayés par l'explosion soudaine de son et de vie. Camille a laissé le moteur stabiliser au ralenti, a vérifié les indicateurs. Pression d'huile, température, rotation, tout était parfait. Puis de la main droite, elle a actionné le levier de la transmission Power Shift et pour la première fois en 7 ans, la moissonneuse A8C800 s'est mise en mouvement. Les chenilles ont tourné doucement. La machine de 15 tonnes a glissé en avant de 3 mètres, puis en arrière de 2 mètres. Camille a activé le système de coupe. Les lames ont commencé à tourner. Elle a soulevé et abaissé la tête de coupe. Elle a testé les 16 vitesses. Chacune s'engageait parfaitement. Transmission douce, sans à-coups, sans bruit. Et puis elle a éteint le moteur, a ouvert la porte de la cabine et est descendue. Le silence dans le hall était sépulcral, jusqu'à ce qu'un homme, le mécanicien Marc, celui qui avait apporté les outils, commence à applaudir lentement au début. Puis un autre s'est joint, et un autre. Et en quelques secondes, les 40 hommes applaudissaient debout, certains avec des larmes coulant sur leur visage, parce qu'ils savaient ce que cette machine à l'arrêt avait coûté. Des emplois pour des dizaines de collègues licenciés au fil des ans, des salaires réduits, des équipes coupées. Camille était là, couverte de graisse de la tête aux pieds, les cheveux en désordre, les mains tremblant d'épuisement, et elle recevait une ovation qui résonnait sur les murs du hall comme le tonnerre. Et Romain Dubois, l'homme qui avait orchestré son humiliation publique, était là au milieu de tout cela, pâle comme un linge, les yeux écarquillés, le corps entier tremblant. Il a trébuché jusqu'à Camille. Puis, devant les 60 employés qui avaient été témoins de sa cruauté, Romain est tombé à genoux sur le sol en béton. « Je vous ai jugé, a-t-il dit, la voix brisée. Je vous ai humilié. J'ai douté de vous par pur préjugé. Vous, en 8 heures, avez fait ce que 13 spécialistes n'ont pas fait en 7 ans. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage endurci. « Je vous demande pardon, et je demande pardon à toutes les femmes que j'ai méprisées dans ma vie par pure ignorance et arrogance. » Camille a regardé Romain à genoux devant elle, cet homme de 48 ans qui 2 heures plus tôt la traitait de plaisanterie, et a senti quelque chose de complexe bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas la satisfaction de la vengeance. Elle n'avait jamais voulu de vengeance. Ce n'était pas du mépris. Elle comprenait que les gens portaient des préjugés, non par pure malice, mais par ignorance cultivée au fil des décennies. C'était quelque chose de plus profond. La tristesse de reconnaître combien de talents cet homme avait dû gaspiller au fil des ans. Combien de personnes compétentes il avait dû écarter en jugeant par l'apparence et non par la capacité. Elle a respiré profondément, a essuyé ses mains sales de graisse sur un chiffon et s'est accroupie devant lui, à la hauteur de ses yeux. « J'accepte vos excuses », a-t-elle dit d'une voix ferme, mais sans cruauté. « Mais je n'accepterai pas le poste de coordinatrice. Pas encore. » Romain a cligné des yeux, confus, essuyant les larmes de son visage avec le revers de sa main. « Comment ça ? Je veux travailler 2 semaines comme simple mécanicienne en recevant le salaire d'un mécanicien ordinaire. Le même que n'importe quel homme ici reçoit pour le même travail, a expliqué Camille. Si après cette période, vous prouvez, non pas avec des mots, mais avec des actions, que vous avez réellement changé de mentalité, alors nous discuterons de la coordination. Je ne veux pas d'un poste donné par culpabilité ou pitié. Je veux un poste que je mérite et que vous m'offrez parce que vous reconnaissez ma vraie valeur. » Le silence qui est tombé sur le hall avait une texture différente. Maintenant, ce n'était pas le silence de l'humiliation ou du choc, c'était le silence du respect. Plusieurs employés échangeaient des regards, certains hochant la tête, approuvant sa décision. Romain est resté à genoux quelques secondes de plus, absorbant. Puis il s'est levé lentement,
a épousseté son pantalon et a tendu la main à Camille. « J'accepte vos conditions. Vous commencez demain, 7 heures du matin, salaire de 4 500 €, le même que les mécaniciens expérimentés ici. Et merci. Merci de me donner la chance d'être une meilleure personne. » Camille lui a serré la main. La grande main calleuse de Romain a enveloppé la sienne, plus petite et tout aussi marquée par des années de travail acharné. Ce fut une poignée de main ferme et honnête. Les employés ont commencé à se disperser, retournant à leurs activités, mais beaucoup se sont approchés de Camille avant de partir. Marc, le mécanicien de 50 ans qui avait apporté les outils, a été le premier. « Mademoiselle, je dois aussi vous demander pardon. J'ai ri. Je pensais que c'était une blague, mais vous m'avez appris une leçon que je garderai toute ma vie. » Il avait les yeux embués. « Ma fille a 19 ans et veut faire des études d'ingénierie mécanique. Je l'ai toujours découragée, lui disant que c'était un domaine difficile pour une femme. Quand je rentrerai à la maison aujourd'hui, je lui demanderai pardon et lui dirai qu'elle peut suivre son rêve. » D'autres mécaniciens se sont approchés un par un. Certains demandaient pardon, d'autres voulaient juste lui serrer la main, la féliciter. Un jeune homme d'environ 25 ans, timide, a attendu que tous soient partis avant de s'approcher. « Puis-je poser une question technique ?» a-t-il dit doucement. « Bien sûr. » Camille a souri en rangeant ses outils dans son sac à dos. « Comment avez-vous su que le problème était dans la valve et pas ailleurs? Quel a été le détail qui vous a donné la certitude ?» Camille a arrêté ce qu'elle faisait et a regardé le jeune homme avec attention. Il avait une soif de connaissance dans les yeux, ce type de curiosité sincère qui sépare ceux qui travaillent par obligation de ceux qui travaillent par passion. « Ce sont 3 choses, a-t-elle expliqué. Premièrement, le moteur démarrait normalement. Si le problème avait été dans la combustion ou la partie mécanique du moteur, il n'aurait pas démarré aussi proprement. Deuxièmement, les rapports mentionnaient que la rotation montait normalement, atteignant 2200 trim-yen sans problème. Cela signifie que le moteur générait de la puissance. Alors, pourquoi la puissance n'atteignait-elle pas les chenilles? Parce qu'elle était perdue en chemin, dans la transmission. Et troisièmement, la combinaison d'une pression hydraulique inférieure à la spécification, plus ce sifflement d'air que l'ingénieur américain a entendu, c'étaient 2 symptômes d'une valve régulatrice compromise. Le jeune homme écoutait fasciné, prenant des notes mentales. « Vous pouvez m'en apprendre plus quand vous commencerez à travailler ici ?»« Oui, je peux, » a répondu Camille. « Comment vous appelez-vous ?»« Raphaël Bernard. J'ai 3 ans d'expérience, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'explique vraiment le pourquoi des choses. Vous savez, on me dit juste de faire, mais on ne m'enseigne pas le raisonnement. Alors, nous allons changer ça, a dit Camille, et il y avait quelque chose de maternel dans sa voix, cet instinct de partager le savoir que tout bon professionnel possède. Romain, qui s'était éloigné pour laisser de l'espace, mais continuait d'observer tout de loin, s'est rapproché de nouveau quand Raphaël est parti. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» a-t-il dit, la voix hésitante. Camille a acquiescé. « Vous avez dit que vous êtes revenu de l'armée parce que votre frère a eu un accident. Il va bien ?» C'était une question sincère, sans arrière-pensée. Camille l'a reconnu dans son ton. Il est paraplégique, un accident de moto il y a 6 mois. Louis a 21 ans, toute la vie devant lui, et maintenant il est en fauteuil roulant. C'est pour ça que j'ai besoin de ce travail. Les traitements sont chers. Mes parents n'ont pas les moyens et mes économies s'épuisent. Romain a hoché la tête lentement, les yeux perdus. J'ai eu une fille, a-t-il dit à voix basse. Gabrielle, elle avait 17 ans quand elle est morte dans un accident de voiture, il y a 8 ans. Il a fait une pause, a dégluti. Elle voulait étudier la médecine vétérinaire, elle aimait les animaux, elle ramenait toujours des bêtes abandonnées à la maison. Ma femme devenait folle, mais j'adorais voir sa joie s'occuper de ces petites bêtes. Camille est restée silencieuse, le laissant parler. Après la mort de Gabrielle, ma femme n'a pas supporté la douleur et nous nous sommes séparés.
Cela fait 6 ans que je vis seul dans cette grande maison, travaillant comme un fou pour ne pas avoir à penser, pour ne pas avoir à ressentir. » Romain a regardé directement Camille. « Quand vous êtes entré dans mon bureau ce matin, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une jeune femme du même âge que ma fille aurait maintenant. Et au lieu de me donner envie d'aider, cela m'a donné envie de détruire, parce que votre présence me rappelait elle, et je ne voulais pas être rappelé. Alors, j'ai canalisé ma douleur sous forme de cruauté. » Pouvez-vous imaginer le poids de ces mots? Romain ne se justifiait pas, il s'expliquait. Et il y a une énorme différence entre justifier et expliquer. Justifier, c'est essayer de rendre l'erreur acceptable. Expliquer, c'est reconnaître d'où vient l'erreur, sans chercher à l'absoudre. « Je suis désolé pour votre fille », a dit Camille sincèrement. « Perdre un enfant doit être la pire douleur du monde, mais transformer cette douleur en arme contre d'autres personnes n'honore pas sa mémoire. Gabriel aurait aimé vous voir aider des jeunes à réaliser leurs rêves, pas à les détruire. » Romain a hoché la tête lentement. « Vous avez raison, complètement raison. » Il a éclairci sa gorge. « Demain matin, quand vous arriverez, je vous présenterai à toute l'équipe de maintenance, non pas comme la nouvelle venue, mais comme Camille Fournier, mécanicienne spécialisée, vétérane de l'armée française et la personne la plus compétente techniquement qui ait jamais travaillé dans cette sucrerie. « Merci », a dit Camille, et pour la première fois depuis son arrivée ce matin-là, elle a souri. Un sourire petit, fatigué, mais sincère. Romain a hésité comme s'il voulait dire autre chose, mais ne savait pas comment. « Enfin, vous avez un moyen de transport pour faire l'aller-retour chaque jour depuis Bordeaux, ce sont 40 kilomètres. J'ai mon pick-up, ça consomme un peu, mais ça va. La sucrerie peut vous fournir du carburant, » a dit Romain. « Cela fait partie des avantages. » Il a fait une pause. « Et si vous avez besoin d'une avance sur salaire pour le traitement de votre frère, venez me voir, nous trouverons une solution. » Camille l'a regardé avec surprise. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je sais, mais je veux le faire. Non par pitié, mais parce que c'est juste, et parce que pendant 7 ans, cette sucrerie a gaspillé 50 000 € en tentatives infructueuses pour réparer cette machine. Vous l'avez résolu en 8 heures, ce que personne n'a résolu en 7 ans. Si cela ne mérite pas une reconnaissance extraordinaire, je ne sais pas ce qui le mérite. » Cette nuit-là, quand Camille est rentrée chez elle, il était presque 21 heures. Elle était épuisée, sale, chaque muscle de son corps endolori. Mais quand elle est entrée et a vu Louis dans le salon, assis dans son fauteuil roulant en regardant la télévision, et qu'il a tourné la tête et a demandé « Alors, sœur, tu as eu le travail ?» Elle a affiché le plus grand sourire. « Oui, et d'une manière que tu ne croiras pas quand je te raconterai. » Olivier et Martine sont sortis de la cuisine en s'essuyant les mains sur des torchons, l'attente sur leur visage fatigué. Quand Camille a confirmé qu'elle était employée, qu'elle commencerait le lendemain, que le salaire était de 4 500 € et qu'il y avait une possibilité d'évolution, les 3 ont pleuré. Ils ont pleuré de soulagement, de bonheur, d'espoir renouvelé. « Je savais que ma fille en était capable, » a dit Olivier, la voix nouée, en serrant fort Camille dans ses bras. « Je l'ai toujours su. Et cette nuit-là, pour la première fois en 6 mois, la famille Fournier a dormi en paix. Au cours des 2 semaines suivantes, Camille n'a pas seulement prouvé sa supériorité technique par rapport à n'importe quel mécanicien de la sucrerie Saint-Rita, elle a aussi commencé à enseigner. Pendant les pauses déjeuner, elle réunissait les jeunes mécaniciens et expliquait les techniques de diagnostic qu'elle avait apprises à l'armée, comment lire efficacement les manuels techniques, comment documenter clairement les pannes, comment développer un raisonnement logique pour identifier la cause première des problèmes. Raphaël, le jeune homme timide de 25 ans, est devenu pratiquement son apprenti. Elle percevait en lui le même amour de la mécanique qu'elle avait, le même désir de comprendre non seulement le comment, mais le pourquoi. Et Romain observait tout, travaillant à ses côtés dans les halls, se salissant les mains pour la première fois depuis des années, réapprenant l'humilité. Le 15e jour, Romain a convoqué une réunion générale.
Les 180 employés de la sucrerie, du nettoyage à l'administration, des opérateurs de terrain aux mécaniciens, se sont réunis dans la cour principale à 16 heures. Romain est monté sur une petite estrade improvisée. Je voudrais vous présenter la nouvelle responsable de la maintenance de la sucrerie Saint-Rita, Camille Fournier. Salaire de 22 000 € par mois, autorité totale sur toute l'équipe technique et mon respect absolu. Des applaudissements ont éclaté, mais Romain a levé la main demandant le silence. Et je tiens à m'excuser publiquement une fois de plus. Mes excuses pour avoir tenté d'humilier une professionnelle compétente. Mes excuses pour avoir failli laisser cette sucrerie perdre le plus grand talent technique qui ait jamais franchi nos portes. Et mes excuses pour avoir mis des années à comprendre que la compétence n'a pas de genre. Camille est montée sur l'estrade à ses côtés. Et quand elle a regardé cette foule de visages, hommes et femmes, jeunes et vieux, tous la regardant avec respect et admiration, elle a senti qu'elle avait trouvé non seulement un emploi, mais un but, 14 mois plus tard. Vous connaissez ces levées de soleil de campagne qui semblent peints à la main, le ciel teinté d'orange et de rose, l'odeur de terre humide mêlée de betteraves, le chant des oiseaux annonçant un autre jour de travail. C'était un matin comme celui-ci quand Camille a garé son pick-up sur le parking de la sucrerie Saint-Rita. Mais ce n'était plus la même sucrerie que ce matin d'août, 14 mois plus tôt. Pouvez-vous sentir la différence dans l'air? L'énergie était complètement différente. Là où régnait autrefois le silence lourd de la décadence, il y avait maintenant un mouvement constant. Des camions entrant et sortant chargés de betteraves. Des machines fonctionnant en parfaite synchronisation. Le son vibrant d'une opération industrielle fonctionnant à pleine capacité. Camille est descendue de son pick-up, vêtue de son uniforme distinctif. Toujours un jean et des bottes en cuir parce qu'elle n'a jamais renoncé au confort pratique. Maintenant, avec un polo brodé du logo de la sucrerie et son nom, Camille F. Fournier, responsable de la maintenance. À côté d'elle est descendu Louis. Oui, Louis, le jeune frère, qui 14 mois plus tôt était cloué dans un fauteuil roulant sans espoir d'amélioration. Il utilisait encore des béquilles canadiennes pour s'équilibrer. Les mouvements de ses jambes étaient limités et exigeaient de la concentration, mais il marchait. Les meilleurs physiothérapeutes de Bordeaux, financés par l'excellent salaire de Camille, avaient travaillé intensivement avec lui. La récupération n'a pas été miraculeuse. La médecine ne fait pas de miracles, mais elle a été réelle. Louis a récupéré environ 40% de la mobilité de ses jambes, suffisant pour vivre avec beaucoup plus d'indépendance. Prête pour une autre journée à sauver cette sucrerie? Louis a plaisanté en ajustant ses béquilles. Prête pour une autre journée à travailler avec la meilleure équipe technique de la région, a corrigé Camille avec un sourire. Les deux sont entrés ensemble. Louis travaillait maintenant au service administratif de la sucrerie dans la gestion des stocks de pièces et d'équipements. C'était un travail qu'il pouvait faire assis, en utilisant l'ordinateur, appliquant l'intelligence qu'il a toujours eue. Romain avait personnellement créé le poste pour lui 3 mois plus tôt, disant « La famille de ceux qui font fonctionner cette sucrerie mérite d'être ici. » Quand Camille est entrée dans le hall principal de maintenance, l'équipe était déjà réunie pour la réunion matinale. Il était 7h15 du matin. 15 mécaniciens en uniforme, outils organisés, planning de maintenance préventive en main. Parmi eux se trouvait Raphaël Bernard, maintenant superviseur technique à seulement 26 ans, promu par pur mérite après que Camille ait vu son potentiel et l'ait formé intensivement. « Bonjour l'équipe », a salué Camille. « Passons au briefing. Raphaël, comment vont les moissonneuses ?» Raphaël a consulté sa tablette. Les 6A8800 sont opérationnels à 100%. Maintenance préventive de la numéro 3 prévue pour demain, conformément au protocole. La numéro 5 a présenté une légère baisse de pression hydraulique hier, mais j'ai déjà identifié le problème. Filtre saturé. Remplacement programmé pour aujourd'hui à 10 heures, durée estimée à 45 minutes. Camille a acquiescé, approuvant. « Parfait. Et les tracteurs de transbordement ?» Un autre mécanicien, Vincent, a répondu.
La flotte de 12 unités fonctionne sans problème. Nous avons mis en place la lubrification préventive hebdomadaire que vous avez enseignée et l'usure des transmissions a diminué de 60% par rapport à l'année dernière. C'était comme ça tous les jours. Des briefings rapides, efficaces, basés sur des données réelles. Camille avait mis en œuvre à la sucrerie Saint-Rita les mêmes protocoles de maintenance préventive qu'elle avait appris à l'armée. Inspection systématique, documentation rigoureuse, formation continue, culture de la prévention plutôt que de la réparation d'urgence. Les résultats, les arrêts non planifiés d'équipement avaient diminué de 80% et à 20%, ce qui auparavant signifiait des machines en panne au milieu de la récolte, causant des retards et des pertes, était maintenant des occurrences rares. La sucrerie fonctionnait comme une horloge suisse, et quand les machines fonctionnent correctement, la production augmente. Quand la production augmente, le profit augmente. Quand le profit augmente, des emplois sont créés. La sucrerie Saint-Rita avait embauché 180 nouveaux employés l'année dernière. 180 familles qui avaient maintenant un salaire fixe, de la dignité, un avenir. Après le briefing, Camille a fait sa ronde matinale dans les halls. Elle saluait chaque employé par son nom, vérifiait personnellement l'état des machines, observait le travail de l'équipe et partout où elle passait, elle était reçue avec un respect sincère. Pas le respect forcé qui vient de la peur, mais celui qui naît de l'admiration pour une compétence prouvée. Dans le hall de lavage, elle a trouvé Romain. Romain Dubois, qui 14 mois plus tôt était le directeur des opérations arrogant et plein de préjugés, travaillait maintenant comme coordinateur de terrain. Ce n'était pas une rétrogradation punitive, c'était son choix. 3 mois après que Camille ait pris ses fonctions de responsable, il avait demandé une réunion privée et dit « J'ai besoin de tout recommencer à zéro. J'ai besoin de réapprendre ce travail correctement, sans les mauvaises habitudes que j'ai accumulées pendant des décennies. Je veux travailler sur le terrain sous votre supervision, prouvant que j'ai vraiment changé. » Et il avait changé. L'homme qui était là, en combinaison sale de graisse, aidant à décharger des pièces de rechange, était profondément différent de celui qui avait tenté d'humilier Camille publiquement. Il avait 49 ans maintenant, les cheveux plus grisonnants, mais les yeux portaient une lumière qui n'existait pas avant, la lumière de quelqu'un qui a retrouvé un but renouvelé. « Bonjour Camille », a-t-il salué en la voyant. « Les courroies que vous avez demandées sont arrivées. 20 unités, spécifications correctes, j'ai déjà vérifié. « Excellent travail, Romain », a-t-elle répondu. « Vous pouvez organiser l'équipe pour le remplacement sur les moissonneuses 2 et 4. Protocole standard, checklist complète. » D'accord. Et il a hésité. « Merci de me faire confiance pour coordonner ça. » Camille a posé sa main sur son épaule. « Vous avez gagné cette confiance chaque jour par un travail honnête et une attitude transformée. » À 10h30, Camille avait une réunion dans la salle du conseil. Elle est montée au 2e étage du bâtiment administratif, un endroit qu'elle visitait rarement auparavant, mais qui faisait maintenant partie de sa routine. Elle était responsable, après tout, et les responsables participent aux décisions stratégiques. Dans la salle se trouvait le président de la sucrerie, Antoine Dupont, le directeur financier, le directeur commercial et les représentants des actionnaires. Camille était la seule femme à la table, mais elle n'était plus traitée comme une exception ou une curiosité. Elle était traitée pour ce qu'elle était, la professionnelle, qui avait sauvé cette entreprise de la faillite. « Camille, les chiffres du trimestre sont extraordinaires », a commencé Antoine en souriant. Efficacité opérationnelle à 94%, record historique de la sucrerie. Les coûts de maintenance corrective ont diminué de moitié et pour la première fois en une décennie, nous allons clôturer l'exercice avec un bénéfice à 2 chiffres en pourcentage. C'est grâce à vous et à votre équipe. C'est grâce à une équipe qui a été correctement formée et valorisée, a corrigé Camille. Ces hommes ont toujours eu du talent. Ils avaient juste besoin d'une direction correcte, d'outils adaptés et de respect pour leur travail. Le directeur financier a feuilleté quelques papiers. Je voulais discuter de votre demande d'augmenter le budget de formation pour l'année prochaine.
vous demandez 200 000 € pour des cours spécialisés pour l'équipe. Oui, je veux envoyer 5 mécaniciens suivre un cours avancé d'hydraulique industrielle à Paris, 3 pour une spécialisation en électronique embarquée et 2 pour une certification en soudure spéciale. L'investissement dans les personnes est un investissement dans la longévité opérationnelle de cette sucrerie. Il y a eu un échange de regards entre les directeurs. Alors, Antoine a acquiescé. Approuvé. Et Camille, y a-t-il autre chose que vous proposez? Il a sorti un document. Un programme de stage technique pour les jeunes de la région, avec priorité pour les femmes intéressées par la mécanique. Exactement, a confirmé Camille. Je veux accueillir 6 stagiaires par an, les former correctement, leur montrer que ce domaine n'est pas l'apanage des hommes. Si au moins la moitié d'entre elles décident de suivre une carrière technique, nous aurons déjà fait une différence. Antoine a souri, également approuvé. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez prouvé que la diversité n'est pas seulement un beau discours, c'est une stratégie commerciale intelligente. Quand Camille est sortie de la réunion, il était presque midi. Elle est allée à la cantine, a pris sa gamelle qu'elle avait apportée de chez elle. Riz, haricots, poulet grillé et salade, préparés par sa mère Martine, qui avait maintenant le temps de cuisiner avec amour, car elle n'avait plus besoin de travailler 14 heures par jour dans le commerce. Elle s'est assise à la table commune entre mécaniciens et opérateurs. Il n'y avait pas de table séparée pour les responsables là-bas. Camille avait aboli cela dès le premier mois. Nous mangeons la même nourriture, travaillons au même endroit, méritons de nous asseoir à la même table, avait-elle dit. Marc, le mécanicien de 51 ans qui s'était excusé ce premier jour, s'est assis à côté d'elle. Camille, ma fille m'a appelé hier. Elle a été acceptée en génie mécanique dans une grande école d'ingénieurs. Vous vous souvenez d'elle? Bien sûr que je me souviens, a dit Camille en souriant. Elle avait rencontré la fille de Marc 6 mois plus tôt, lorsque la jeune fille avait visité la sucrerie, curieuse de voir la femme dont son père ne cessait de parler. Camille avait passé un après-midi entier à lui montrer les machines, à expliquer les systèmes, à répondre à ses questions. Elle a dit que vous étiez son inspiration, a poursuivi Marc, la voix nouée. Elle a dit que si vous aviez réussi, elle aussi le pouvait. Et c'est, mes amis, la plus belle partie de cette histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une femme qui a réparé une machine, il s'agit de la façon dont un acte de compétence et de dignité crée des ondes qui se propagent bien au-delà du moment initial. La nouvelle de ce qui s'était passé à la sucrerie Sainte-Rita s'était répandue dans la région. Les journaux locaux avaient fait des articles. Les chaînes YouTube du secteur sucrier avaient discuté du cas, et des femmes avaient commencé à apparaître. Des femmes cherchant des emplois techniques, des femmes s'inscrivant à des cours de mécanique, des femmes croyant que peut-être, juste peut-être, elles aussi pouvaient avoir leur place dans des domaines qu'on leur avait toujours dit être réservés aux hommes. Quand la journée de travail s'est terminée à 17 heures, Camille et Louis sont rentrés ensemble à Bordeaux. Sur la route, il a commenté « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça, sœur ? Il y a 14 mois, nous étions fauchés, moi sans marché, toi sans emploi, et il semblait qu'il n'y avait pas d'issue. Et maintenant ?»« Maintenant ?» a demandé Camille en souriant. « Maintenant, tu es responsable d'une sucrerie qui est devenue une référence régionale. Je travaille et je me rétablis. Papa et maman sont sereins, et tu changes la vie d'autres femmes juste en existant et en étant bonne dans ce que tu fais. » Camille a senti ses yeux brûler. « Il ne s'agit pas de moi, Louis, il s'agit de toutes les femmes qui ont toujours été capables, mais n'ont jamais eu la chance de le prouver. J'ai juste eu la chance d'avoir une opportunité, même si elle est venue déguisée en humiliation. » Quand ils sont rentrés à la maison, Martine préparait le dîner. Olivier regardait le journal local dans le salon. La petite maison, maintenant entièrement adaptée aux besoins de Louis, sentait la cuisine maison et l'amour. « Comment s'est passée ta journée ?» a demandé Martine, servant le café chaud qu'elle savait que sa fille adorait après une longue journée. « C'était bien, maman, productif, normal, normal. » Ce mot avait un poids maintenant, car 14 mois plus tôt, la normalité semblait un luxe impossible.
La normalité, c'était avoir un emploi, payer les factures, voir son frère marcher, même avec difficulté, avoir la paix en famille. Cette nuit-là, avant de dormir, Camille a ouvert son ordinateur portable et a vu qu'elle avait reçu un email. C'était d'une jeune fille de 17 ans, d'Agen, qui avait lu son histoire dans le journal. Le message disait « Bonjour Camille, je m'appelle Julie. J'ai toujours aimé bricoler des moteurs, comprendre comment les choses fonctionnent, mais tout le monde me disait que c'était bizarre, qu'une fille ne faisait pas ça. Quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré parce que j'ai vu que je ne suis pas bizarre. Je suis juste différente, et différente peut être incroyable. Merci d'exister. Merci de ne pas avoir abandonné ce jour-là. Vous ne le savez pas, mais vous avez sauvé plus qu'une machine. Vous avez sauvé le rêve de nombreuses jeunes filles, y compris le mien. » Camille a lu ces mots 3 fois, et puis a pleuré. Elle a pleuré de gratitude, d'épuisement, de joie, de tout en même temps. Parce qu'au final, cette histoire n'a jamais été seulement de réparer une moissonneuse Case IH A800 qui coûtait 3,8 millions d'euros. Il s'agissait de réparer quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus brisé. L'idée que la compétence a un genre, que le talent se mesure à l'apparence, que les rêves ont des restrictions biologiques. Camille Fournier a prouvé que les plus grands obstacles au progrès ne sont pas les machines complexes ou les problèmes techniques difficiles, ce sont les préjugés qui aveuglent les gens au talent qui est juste devant eux. Ce sont les suppositions que nous faisons sur qui peut ou ne peut pas faire quelque chose, basées sur rien d'autre qu'une tradition vide et la peur du changement. Et quand une seule personne a le courage d'affronter ces obstacles, de prouver sa valeur, même quand tout le monde doute, elle ne gagne pas seulement un emploi. Elle ouvre un chemin et sur ce chemin, d'autres personnes trouvent la force de suivre leurs propres rêves. C'est l'histoire d'une mécanicienne qui a réparé des machines, mais c'est aussi l'histoire de comment réparer ce qui compte vraiment. Le respect, la dignité et la conviction que chaque personne mérite d'être jugée par ce qu'elle fait, pas parce qu'elle semble être.